Là, je vous ai parlé des télescopes et des montures. Là, on va vous parler de qu'est-ce que Maxime il fait, les techniques numériques. Parce que quand je vais vous dire on fait ça dans Maxime, si je vous dis on prend un bias ou on fait un empilement, oui, on le sait, c'est quoi, mais pour de vrai, c'est quoi, là, je vais essayer de vous l'expliquer. Puis pourquoi qu'on fait ça. Ça, vraiment, les techniques numériques, ça a révolutionné l'astrophotographie. Parce que c'est sûr que quand on faisait ça avec des films Kodak, c'était impossible, on ne pouvait pas traiter l'image. Ce qu'on développait, c'est ce qu'on avait. Hein? Ça finissait là. Bruit, pas bruit, nuage, pas nuage. On ne pouvait pas choisir un morceau de l'image, on veut 2 minutes, on enlève le reste. Non, non, c'était ça. Fait que pourquoi que c'est le fun, les techniques numériques? Pourquoi que ça a révolutionné tout ça? Je vais vous l'expliquer en 15 minutes. Peut-être une demi-heure. Bon, les techniques numériques. En passant tantôt, là, c'est ça que je disais, là, on peut prendre plein de belles photos avec ça qui est bien balancé. Mais ça, j'ai pris ça avec mon CPC-11 à 2,8 mètres de focale. On peut faire des choses quand même. C'est juste que c'est pas optimisé. Fait qu'allez pas tout vendre vos télescopes, là. Commencez avec ce que vous avez. Quand ça viendra le temps d'acheter, vous réfléchirez au calcul pour voir qu'est-ce qui serait mieux d'acheter peut-être. Mais là, commencez avec ce que vous avez. Là. On vend pas tout. Fait qu'on va parler du bruit, du bruit, du bruit. Il y a toutes sortes de bruits. Qu'est-ce qu'on va avec ce bruit-là? On va parler du rapport signal-bruit, Signal to Noise Ratio, en bon français. Parce que si je vous avais mis là, BSR là, ou BRS, là, bruit, rapport, signal-bruit, vous n'aurez pas su c'est quoi. Ça fait SNR, tout le monde le sait c'est quoi, c'est commun. On va vous parler, ça c'est un autre beau terme, le compositage. Stacking, on parle de stacking. Les défauts d'uniformité et des PLU. Vous savez c'est quoi des PLU? Des plages de luminescence uniformes, des flats. Pourquoi tu parles pas en français? Pourquoi tu parles pas en français? Ok, ça fait qu'ici on va parler des bias, des darks, des flats et du stacking. C'est assez français pour vous? Là tu parles. Hein? Là tout le monde se comprend. J'ai quand même fait un effort d'essayer de mettre du français, mais vous voyez que j'ai mis entre parenthèses en anglais parce que sans ça, personne ne me suivrait. Mais je pense que les termes sont là dans les diapositives, là, où on les utilise assez souvent de façon interchangeable que c'est assez évident qu'est-ce que ça veut dire. OK? Le bruit se manifeste sous la forme d'une granulation plus ou moins visible dans l'image. Je pense que tout le monde a déjà vu ça. Cette granulation masque les détails, peu contrastée. Ça veut dire que quand c'est le fond du ciel avec un objet pas brillant, la granulation, ça devient difficile de savoir c'est quoi. Elle peut même être confondue, le bruit, avec des véritables détails, des fois. On se demande, c'est-tu un objet ou c'est juste du bruit? Le bruit doit être minimisé avant le traitement. Avant de commencer à étirer ça dans Photoshop, là, il faut tout enlever les sources de bruit, parce que sans ça, on va rien qu'étirer le bruit avec, puis on verra rien. OK? Sinon, le bruit sera augmenté, et il viendra ruiner l'image. Vous ferez. Tantôt, on va montrer comment stretcher une image. Vous stretchez une image que vous n'avez pas enlevé le bruit. C'est quand même pas intéressant. Bruit de lecture. Là, il y a toutes sortes de bruits. Là, je vais essayer de vous les expliquer. Ça ne veut pas dire que vous allez comprendre. Parce que même moi, des fois, j'en perds mon latin. Le bruit de lecture. Bon. On a une caméra numérique qui a un détecteur qui est une matrice, on les a vus, là, couleur, monochrome, peu importe. Mais on a dit que c'est des petits puits dans lesquels tombe de la lumière, des photons. Puis là, après ça, on a une méthode, quand on dit, OK, on a fini de l'exposition, on va lire l'image, on la downloader. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller compter. Il y a de l'électronique qui compte chaque électron dans chaque petit puits, qui nous envoie le chiffre, là, 100, 200, 2000, 3000, 0. Ça fait tous les pixels de notre image, c'est niaiseux de même. Fait que quand on lit le bruit de lecture, c'est quand on vient lire les électrons. L'électronique n'est pas parfait, il y a des problèmes de matière, de physique, d'électronique qui font qu'on ne les compte pas toujours très bien. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle communément le bias. Fait que là, l'électronique due à la numérisation. Parce que là, on a un paquet de petits électrons, puis on vient les compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on appelle ça numériser. Parce qu'il nous sort à la fin, il ne nous donne pas une pile d'électrons, il nous donne le chiffre 123. On vient de numériser les électrons. OK? Ce bruit-là, le bruit de numérisation, on l'appelle communément le bias, l'offset. L'offset, pourquoi? Parce qu'il vient s'ajouter aux électrons qui sont là.
Fait qu'est-ce qu'il vient? Il vient ajouter un billet. Hein? C'est ça, un billet, là, ça veut dire qu'on vient transformer d'une manière en ajoutant un billet. OK? Fait qu'on vient changer le chiffre. OK? Jusqu'à là, ça va? Fait qu'on vient ajouter quelque chose au signal qui est là. Fait qu'il y en a 100, mais quand je reçois le chiffre, j'ai 110. Puis l'autre à côté, j'ai 108. Puis 102. Puis, OK? Fait que c'est tout, c'est ça. Ça, c'est le bruit de lecture. Ils devraient tous être 100. Ils sont pas loin, mais c'est pas 100. Puis, étant donné qu'il vient s'ajouter, on va pouvoir, avec des techniques, évaluer cet offset-là. Maxime fait ça, c'est ce qu'on appelle la calibration. C'est la première étape de calibration. Puis, vu qu'il vient s'ajouter, ben, ce qu'on va faire dans Maxime, c'est qu'on va venir le soustraire. Fait qu'on on va évaluer pour pixel 1, son bruit de lecture, c'est 8. Fait que quand on va lire 108, on va venir l'enlever, puis finalement, il va nous rester 100. Chaque pixel a un bruit de lecture qui lui est propre. Le pixel 1, c'est une moyenne. Comme si on faisait un gros sondage. On va dire, en moyenne, là, on a un bruit de lecture X. Fait qu'en moyenne, quand on lit, on va tout le temps enlever à peu près ça. Puis chaque pixel a sa valeur qu'on y enlève, qui n'est pas pareille de celle de son voisin. OK? Je vous ai pas trop perdu. Donc, c'est inhérent à ton chip. C'est inhérent au chip. Il y a des chips qui sont plus bruités que d'autres. Il y a des électroniques qui font plus de bruit que d'autres. Puis des fois, c'est juste le silicone qu'ils prennent là, d'une batch à l'autre est différent. Okay? C'est aussi niaiseux que ça. C'est fait Dans chacun une des caméra, pixels il y a- et quelques millions de pixels. Oui. Ben là, on va faire une technique qui va lire le billet moyen, puis on va venir le soustraire à toutes les images, parce que c'est le bruit moyen. Il va en rester un peu, mais là, vraiment, là, on parle de poussière. OK? Mais dans une DSLR, comme de l'IA, comme que j'ai aussi, Oui. mettons quand on prend une image du ciel, là, Oui. une image au télescope, dans ce qui est dans le fond, ce qui est granuleux à ce moment-là, ça serait-tu le bruit fond de la caméra? Non, il y a plusieurs bruits, je vous ai dit, qui viennent tous donner de la granulation. Puis là, on va essayer de les séparer en catégories, puis comment on les traite individuellement. Le bruit de lecture, on fasse une pause de 1 millième de seconde ou de 10 minutes. Il est pareil parce qu'on lit rien qu'une fois. OK? Il est tout le temps pareil. Parce que c'est le bruit de lecture. Il ne change pas. On lit une fois par image. OK? Bias, bruit de lecture. Ah! Je pense qu'on va ouvrir les laptops. On va ouvrir les laptops, puis on va partir Maxime DL. Je vais vous montrer comment on capture des bias pour la première étape de la calibration. Parce que dans Maxime DL, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous permettre, avec un programme qui est déjà tout fait, un algorithme qui est déjà tout fait, il va nous dire, dis-moi, il est où ton bias, bruit 1, dis-moi, il est où ton dark, bruit 2, dis-moi, il est où ton flat, bruit 3. Puis lui, il fait tout, il calcule automatique, puis il vous donne l'image résultante. Mais pour ça, il faut se préparer à l'avance, il faut préparer les bias, il faut préparer les dark, il faut préparer les flats, puis il faut prendre nos images. Puis après ça, quand on a nos 4 groupes d'images, on lui donne tout ça, puis il fait tout ça d'un coup. On va voir ça tantôt. Là, je vais vous dire au moins comment bâtir votre librairie de bias dans Maxime. Comme ça, vous allez pouvoir le faire une fois pour toutes, puis ça va marcher. Oui. Dans toutes les lectures que j'ai faites, il dit tout le temps de le faire sur place, au même temps, même condition, même... Non, ça, c'est les dark. C'est les dark. Non, on parle pas des dark. Une lecture, c'est la lecture. Fait qu'on peut faire Indépendante de la des- durée et de la température. indépendante. Oui. Ouais. Les bias, on peut faire ça une fois. Le jour, on s'amuse, on prend notre caméra, on la met, on fait les bias, fini. On met ça, on met ça de côté, on le garde pour plus tard, c'est notre référence, puis on va tout le temps prendre la même. Ce qui va venir changer le bias, évidemment, c'est quand on va venir changer la quantité lue. Quand on va biner, ça va changer. Parce que même si vous comprenez qu'un bias, on va additionner les 4 pixels, fait qu'on a fait 4 fois de bruit aussi. Fait que dans le 100, il y a 8, mais dans le 400, ben, il y a 36. Fait que c'est pas le même bias quand on bine. Fait qu'on va faire des librairies de bias 1, 2, 3. Fait que finalement, on a 3 master bias. On a bin 1, bin 2, bin 3. C'est ça qu'on est supposé avoir à faire. En mode DSLR, seule chose qu'il faut changer, c'est le ISO, si on change le ISO. Si tu changes le ISO, ça change le bruit de lecture. Oui, ça change le bruit de lecture parce que tu viens changer le gain. Ça, c'est le multiplicateur que tu mets à la valeur lue. Donc, Fait qu'il faut pas que tu changes le ISO. Je peux faire une banque de bias. À 800, 1600, toi, même chose, OK? Parce que c'est du bruit de lecture, puis le ISO, c'est vraiment, on vient mettre un facteur multiplicateur. On dit, tu as lu 100, mais multiplie-le par 4. C'est 400 que je vais enregistrer. Fait que c'est sûr que ça vient affecter le bruit de lecture parce qu'il est quadruplé lui aussi. OK? Dans les CCD, il n'y a pas de concept d'ISO, ça n'existe pas.
L'ISO, c'est une amplification du signal lu. C'est juste un facteur qu'on met en avant. OK, bruit thermique. Là, on a parlé, je disais qu'il y avait plusieurs catégories de bruit. Là, on est rendu à la catégorie 2, le bruit thermique. Le bruit thermique, ça le dit, c'est la chaleur qui fait ça. Les atomes de la matière sont sujets à des vibrations. En fait, la vitesse qui vibre, c'est la chaleur. Plus il vibre vite, plus il nous cogne fort, plus ça nous brûle. C'est ça de la chaleur. Puis ça, c'est une vibration aléatoire, dont certaines sont très énergiques. Comme on a dit, il y en a l'air, là, elle a une température de 20 degrés, mais ça, c'est la moyenne. Il y a des molécules dans l'air ici qui sont à 1 million de degrés. Puis il y a des molécules dans l'air ici qui sont à moins 200 degrés. Mais en moyenne, c'est 20 degrés, c'est la température qu'on ressent. Mais il y en a à 1 million de degrés qui nous frappent. Mais c'est la moyenne. Parce que nous autres, on est dans le monde macro, on ne voit pas la différence, c'est tellement microscopique que ça ne fait pas de différence. Par contre, dans les capteurs, qui captent des photons, c'est leur dimension, ça. Un électron, un photon, eux autres, ça les énerve quand il y a un électron à 1 million de degrés qui arrive. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que dans votre silicone, un gramme de silicone, c'est 6 à la 23, exposé à 23, là, il y a 23 zéros après, atomes par gramme. Ben, c'est pas tout à fait ça, là. Mais en tout cas, il y en a beaucoup, par 20 grammes, whatever. Fait qu'il y en a des atomes qui s'énervent dans ça. Fait que puis il y en a qui s'énervent tellement qu'ils libèrent leurs électrons. C'est ça qu'on lit des électrons, ça va pas bien. Fait que ça, c'est le bruit noir. C'est ce qu'on appelle communément le dark current. Puis ça, c'est vraiment le silicone de votre matrice de capteur de caméra qui fait ça. C'est les atomes du capteur qui sont le problème. OK? C'est une propriété physique de la matière. Bon. Évidemment, ce bruit-là, qui est le dark current, il va venir s'ajouter au vrai signal parce qu'on vient ajouter encore des électrons en plus de ceux de la lumière. Ils ne se comportent pas un petit comme le billet, eux autres. Ils sont un petit peu différents. C'est sûr que si on parle de probabilité, plus on attend, plus on a de chances que ça se produise. Hein? En 1 millième de seconde, ça se produit une fois par seconde, il n'y a pas beaucoup de chances que ça se produise. Mais en 10 000 secondes, ça va se produire 10 fois. Fait que plus il y a de temps, plus ça se produit. C'est complètement aléatoire. Fait qu'il y a deux méthodes de correction du bruit qu'on appelle du dark current, qui est un signal thermique. Évidemment, si on veut lui calmer le pompon, on va le refroidir. En général, on va baisser la température, donc ça va être plus, il va y en avoir moins qui vont être susceptibles de lâcher leur électron parce qu'ils partent de plus bas. OK? Fait que plus les atomes sont froids, moins ils libèrent d'électrons. Ça, c'est le bruit thermique diminue de moitié pour chaque diminution de 7 degrés du capteur. Fait que si on a un signal X, on diminue de 7 degrés, on a un signal X sur 2. OK? Fait que c'est intéressant. C'est pour ça souvent que les caméras, là, comme Hubble, tout ça, sont refroidies à moins 100, moins 150, moins 200. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Fait que c'est intéressant. Fait que ça, c'est la première correction, c'est de refroidir la caméra, refroidir le capteur lui-même. C'est le capteur qu'on refroidit, pas toute la caméra. Puis la deuxième manière, même quand c'est froid, on ne dit pas qu'il est enlevé, on dit qu'il est diminué. Fait que ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme les bias. On va calculer chaque pixel est plus susceptible ou moins susceptible parce que ça dépend de la matière qui est en dessous. Ça fait qu'il y en a qui vont être plus énervés que d'autres, puis sont tout le temps à peu près à la même place. OK? Chaque capteur est différent, mais une fois qu'ils sont construits, la susceptibilité est à la même place, dans les mêmes pixels dans le capteur. Fait que ça, c'est des photos qu'on va prendre avec le même temps de pause parce qu'on veut générer le même bruit. On a dit plus on fait de temps, plus il y a de bruit. Fait qu'on va prendre des pauses noires du même temps que les photos qu'on va prendre. Fait que si je prends une photo de 2 minutes en couleur ou en luminance, ben je vais mettre aussi une photo de 2 minutes avec un couvercle dessus noir. Même température ambiante. Même température autant que possible. Un pour un? Non, on va en prendre un paquet pour faire une moyenne puis avoir une meilleure correction. OK? Non. Pas des séries, disons. Non, parce que ça, c'est pas des temps zéro, hein? C'est des 5 minutes. On va pas prendre 205 minutes. Non, on peut en prendre 9, 12, 15, 16, 25. C'est un diminishing return, là, c'est comme ça. Ça veut dire que 3 fois, ça diminue de 9, puis 16 fois, ça diminue de 3, 4, 5, vous voyez? Fait que c'est sûr que quand on est rendu à 100, on a juste diminué de 10. Mais à 25, on a diminué de 5. Fait qu'on fait un compromis, on prend ce qu'on est capable de vivre avec. D'habitude, entre 16 et 25, c'est plus que suffisant.
OK? Surtout pour les nouveaux capteurs comme le KF, qui n'en a à peu près pas de bruit de noir. Fait que c'est à peine un problème, il y a plein de monde qui n'en prennent même pas. Ça dépend des capteurs. Il y a des capteurs, des caméras qui sont plus susceptibles que d'autres au bruit. Mais le KF, c'est une des 8300, c'est une de ces affaires. Il n'est pas susceptible. Il n'y a pas de bruit. Fait qu'il y a plein de gens qui n'en prennent même pas avec ce capteur-là. OK? Mais vu que ça coûte pas cher et qu'on peut faire ça pendant qu'on est au travail, écoute, on a tellement peu d'images à prendre, on peut prendre le temps de les traiter comme du monde. Oui, je reviens. Est-ce que c'est pertinent de prendre des darks pour les Ben là, c'est des bonnes questions, mais moi je vais vous dire, cassez-vous pas la tête parce que quand vous dites à Maxime DL, Dark Bias Flat, il fait tout ça tout seul, puis il vous donne un résultat, puis il a fait le calcul qu'il fallait si c'était pertinent ou non. Moi, j'en prends pas vraiment, là. Mais je pense que répondre à ta les question, si tu fais des bias, là, étant donné que c'est des courtes expositions de quelques secondes. Non, mais il parle des flats et des dark. Ouais, c'est ça. T'as rien qu'avec des bias, Maxime DL va tenir compte, il va l'enlever. Ouais, Moi, j'en fais pas. il fait un scaling, il l'enlève approximativement. Mais ça ne change pas grand-chose. Premièrement, comme je vous ai dit, là, les capteurs maintenant sont plus très bruités avec le courant thermique, surtout s'il est refroidi. Les DSLR, c'est une autre affaire. Là. Il y a une grosse différence. Ça, on le voit. Le dark, on le voit avec les DSLR. C'est sûr qu'une caméra refroidie, la première fois qu'on voit une image, ça fait des années qu'on prend des photos DSLR. Là. Première image qu'on voit avec une caméra refroidie, on capote. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Ben non, c'est juste qu'il n'y a pas de bruit. Il y a du signal. C'est vraiment dans le jour et la nuit. Mais dark et flat en même temps d'exposition. Non. On en reparle tantôt. Oui. Ben, c'est parce que c'est ça. Là, c'est là qu'on parle d'une caméra régulée qui a un avantage avec une DSLR qui n'est pas de réguler les températures ambiantes. Régulée, ça veut dire qu'on lui dit qu'elle a un petit air conditionné dedans. On dit qu'elle veut qu'elle soit à moins 10, mais tout le temps à moins 10. Un thermostat. Ça veut dire que je vais en parler. Le DSLR, il n'y a pas de refroidisseur intégré avec un contrôleur. OK? Il n'y a pas de thermostat. Fait que c'est ça le problème, c'est que les dark, d'habitude, on est obligé, normalement, on les prend durant la nuit. Ça nous enlève du temps de pause. Puis moi, ce que je faisais, c'est que, mettons que je prenais 20 images, puis là, je flippais. Ben là, c'est le milieu de la nuit. Ça fait que c'est parce que durant la nuit, il fait plus chaud le soir, puis là, ça descend toute la nuit, hein? Fait que on a un problème. Ça peut descendre de beaucoup, là, la variation entre 8 heures le soir et 4 heures du matin. Ça peut être de 15 degrés puis de 20 degrés. C'est significatif. Fait que là, moi, ce que je faisais, c'est que je les prenais dans le milieu de ma nuit. Quand je faisais mon flip de méridien dans le milieu de la nuit, je vais me prendre 9 dark. Je voulais pas trop perdre de temps. Puis là, je continuais ma séquence, puis c'est ça que j'utilisais le lendemain. Oh oui, tu peux faire ce que tu veux dans tes séquences. Mais là, tu peux perdre au ciel. Ben, moi, c'est le meilleur moment, c'est au flip, tu sais, puis anyway. C'est compliqué. On va en parler plus tard. Mais si tu fais ça noir, là, tu mets ton cap Oui. sur ton... Oui. L'avantage des caméras CCD régulées, c'est que j'ai pas besoin d'attendre la nuit. Je fais mes bias, puis pendant que je suis au travail, là, elle est tout le temps à moins 20, ma caméra, ou à moins 10. Fait que j'ai dû faire les dark en même temps. Je me fais la même librairie. Je fais des bin 1 à 2 minutes, des bin 1 à 5 minutes, des bin 2 à 1 minute. Puis je les ai toutes. Tu sais, j'en ai comme 40 variations. Puis je fais tout ça pendant que je suis au travail. On va prendre le processus de tantôt, Foley Master. Puis that's it. J'en prends plus de dark parce que même l'hiver, mon sensor est à moins 20. Même l'été, mon sensor est à moins 20. Même dans la maison, mon sensor est à moins 20. Parce qu'il est régulé. Fait que je peux me faire des librairies de dark puis de bias. Avec un DSLR, c'est plus compliqué, mais il y a des techniques, les logiciels, là, Martin qui parlerait de ça, il ne fait pas ça, Martin. Martin, il en prend à 20 degrés, puis il en met dans le frigidaire à 5. Puis il dit, oh, il va faire la moyenne entre les deux, puis ça marche. Écoute. Ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas le bruit dominant, le dark, c'est ça que j'essaie de dire. C'est facile à enlever, puis ça marche assez bien, puis c'est pas tu sais, tous les bruits, là, j'ai dit, il y en a des catégories. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, puis ça dépend de ton capteur, du matériel, de la technique de fabrication. Moi, je la mets à moins 20 parce qu'il supporte 50% de delta de l'ambiant. Fait que je m'assure que même l'été, je suis capable de garder moins 20. Mais l'été, il ne fait pas 32 là, la nuit, là, il fait 20. Fait que je le mets à moins 20, puis il est moins 20 été puis hiver. 50 degrés de delta avec l'ambiant. Ouais. Fait que tu moins 10. Tu prends toutes tes photos à moins 10. Les nuits qui fait moins 20 puis moins 25, ben, tu as juste moins de bruit. C'est négligeable. Ouais. Moi, je l'ai seté à moins 20 puis that's it. C'est électromagnétique, ça. C'est fait de Pelletier, là, comme les coolers qu'ils vendent au Canadian Tire que tu branches dans ton cigarette lighter, là, c'est ça. Un sandwich capteur, ça obtient un capteur froid, puis la chaleur est éjectée par en arrière avec une fan. Ouais, avec une fan. OK? Oui.
Fait que là, on va refaire la même chose que tantôt. On va se faire une librairie de Dark. Vous pouvez le faire pas trop long, là. Prenez-en une dizaine de 10 secondes, mettons. 10 secondes. Pas trop niaiser. Même processus. Vous voyez, j'en parlais ici des CCD puis des DSLR, là. C'est sûr que les DSLR avant coûtaient bien moins cher, mais les CCD coûtent de moins en moins cher. Ça fait que c'est beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'avantages avec un CCD. Ça commence à se rapprocher des prix. Fait que là, c'est le même principe que tantôt. Vous allez Oui. cliquer sur l'autosave. Regarde ce qu'il va faire et il va le faire au complet. Regardez-le à l'écran. Oh, On va le refaire après. OK, ouais, OK, correct. Je l'expliquerai en même temps. Oui. Fait que là, j'ai fait comme Tout le tantôt, monde moi, avec simulateur, là. connect. Ça, tout le monde est encore connecté. De toute façon, vous n'avez pas fermé la caméra de tantôt. Puis là, expose. Je vais aller, moi, je l'ai appelé calibration, mon preset. Moi, j'en ai plein, là. Autosave. OK. Regardez à l'écran, là. Là, on est comme tantôt. Là, moi, ils sont tous gris, là, mais vous voyez, j'en ai ici, là, des déjà faites, là. Dark. Évidemment, il n'y a pas de filtre avec un dark parce que c'est dans le noir. Donc, on s'entend qu'il n'y a rien. Bin 1.1, c'est correct, là, tu sais. 10 secondes. On va mettre du temps ici. Vous pouvez l'appeler DB1 pour Dark Bin 1, tu sais. Mais moi, je mets plus que ça. Je mets aussi le temps parce qu'il ne le met pas dans le nom de fichier. Fait que je mets DB1-10, mettons, pour les 10 secondes. C'est long la première fois, mais n'oubliez pas que vous pouvez sauver ça puis il le garde dans la mémoire. Hein. Ça fait qu'une fois que c'est Changera fait. le nom d'autosave, en fait. Ouais. Ouais. Je fais soit de tenter. Je fais soit de tenter. OK, binning 1. Puis on va en prendre 16, c'est beaucoup, là, mais écoutez, on va faire 9, mettons, là, OK? Oui. Binning 1. Puis 9. On va en prendre 9 dans repeat. Fait que là, on est en train de faire des dark en bin 1 d'une durée de 10 secondes. Ici, là, est-ce que vous avez encore no calibration, tout le monde? Quand vous faites ça, ici, option, no calibration. OK. Si c'est simple autodark, ça marche pas. OK. Dark. Ça, vous le dites, ça va vous revenir souvent. OK, là, ici, vous pouvez encore changer de répertoire si vous voulez, ou il est comme tantôt. Vous pouvez le laisser à la même place pour ne pas vous mêler. Moi, je vais vous conseiller de tous les laisser dans le même répertoire. Oui, parce qu'on va le chercher. Maxime DL, on va le voir tantôt avec les fits header, il met, lui, un fichier comme Dark, il reconnaît, lui, les fichiers. Oui, il met de l'information il les met dedans. ensemble, puis il va faire des calibrations s'ils sont tous dans le même répertoire. Ouais. Quand c'est pas à tête, envoyez tout ça dans le même répertoire, il va les reconnaître. Ouais. Il met de l'information dedans, puis il reconnaît tout automatique. Maxime DL. PixInsight, ça marche pas de même. Ouais. Mais ils l'ont amélioré, là. La nouvelle version, ça le fait. OK? Tout le monde a fait ça? Quand vous avez fini, vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté de votre nom ici? Ça veut dire qu'il a été modifié, ça. Si vous le changez là, pour un autre dans la liste, vous allez perdre vos modifications, mais vous pouvez encore cliquer la petite étoile ici, puis Update Current Presets. Fait qu'on va sauver les changements qu'on a faits. Update Current Preset. Comme tous les logiciels, au début, c'est compliqué. Recommencer quoi au juste? Ben, c'est parce que tu as ici, puis tu fais OK. Et si je change n'importe quoi, là, je mets 10 ici, là, il va me mettre une petite étoile en haut à côté pour dire qu'il a changé. C'est peut-être correct, il va juste nous le dire. Peut-être qu'on ne veut pas le sauver, là. OK? Puis quand c'est fait, ben faites Start. Il va prendre vos 10 photos de 10 secondes. Fait que là, on avait vu deux sortes de bruits. On avait vu le bruit de lecture, puis le bruit de dark current, là, le bruit de courant noir. Il nous reste un bruit à voir, qui est le bruit de photon. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça fait qu'en gros, je vais juste en parler parce que c'est ça qui introduit la prochaine technique numérique qu'on va parler. Fait que le bruit de photon, puis ça, j'ai pris ça dans le livre de Thierry Legault, là, qui en passant, là, Astrophotographie Thierry Legault, là, je vous le recommande à tout le monde. Là. Tout ça, c'est expliqué hyper clairement en français, correct, là-dedans. Il coûte un peu cher parce que c'est un livre de France, là, il coûte 80$, mais ça vaut la peine. Moi, je l'écris je le lis tout le temps. Là. Toutes les fois que je fais des présentations, je rouvre des pages, puis je relis. Puis, OK? Fait que lui, la lumière est composée de photons qui, comme des gouttes de pluie, tombent sur le sol. Ils arrivent de manière quelque peu désordonnée, jamais exactement en même quantité sur le capteur. Donc, comme la pluie,
C'est un petit peu, c'est dur de s'assurer que la goutte elle tombe exactement à la même place sur le sol. Fait que c'est ça, la lumière elle tombe du ciel. Puis une propriété fondamentale du bruit qui nous est salutaire est que le bruit augmente proportionnellement à la racine carrée du signal. Fait que ça a l'air compliqué, là, mais grosso modo, ça veut dire que si on a 4 fois plus de signal, on a juste 2 fois plus de bruit. Fait que ça a plusieurs conséquences, puis plusieurs effets qu'on va utiliser pour améliorer la qualité de nos images. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ce bruit-là, pour tenter de le contrôler? C'est de maximiser le rapport signal-bruit. Okay? C'est un petit peu ce que notre ami parlait ce matin, là, d'avoir beaucoup de signal. Fait que quand on maximise le rapport signal-bruit, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que qu'est-ce qui est primordial dans une image? Ce n'est pas d'avoir le moins de bruit possible, mais le meilleur rapport signal-bruit. Ça, c'est un petit peu si on faisait le bruit moyen, puis il est haut de même, puis on fait le signal moyen, puis il est haut de même, ça va être difficile de les séparer parce qu'ils sont proches. Mais si on prend plus de signal, puis le bruit devient de même, mais le signal est rendu de même, on voit la marche, là, ça va être plus facile de couper, puis de dire si on l'enlève, puis ça n'affectera pas l'image. C'est ça, le rapport signal-bruit, c'est un rapport. C'est le niveau du signal sur le niveau du bruit, ça fait un rapport de fraction. On appelle ça le rapport signal-bruit. Plus le rapport va être grand ou élevé, plus le ratio va être élevé, meilleure va être la qualité de notre image. Fait que le signal noise ratio en bon français. Fait que c'est ça, le rapport, ça va questionner plus de personnes dans un sondage afin de minimiser le poids des erreurs. C'est ça que ça veut dire. Les autres, quand ils font ça, ils prennent 10 000 personnes dans un sondage, ils viennent essayer de maximiser le rapport signal au bruit. Ça veut dire les erreurs, il y en a beaucoup moins, puis on voit qu'il y a une tendance forte qui se dégage. C'est ça. Fait que le rapport signal-bruit est un facteur fondamental de la qualité des images. Plus il est élevé, plus l'image sera profonde et douce, plus les parties faibles de la nébuleuse et des galaxies seront visibles. Ça va être plus facile à traiter, ça va être plus facile à stretcher, ça va être plus facile à tout faire avec. Okay? Ça se fait tout seul presque quand on a une image de qualité avec beaucoup de signal. Comment qu'on fait ça? Comment maximiser le rapport signal-bruit, signal-to-noise ratio? Il y a deux choses. On vient de dire que une manière facile, c'est d'augmenter le temps de pause parce qu'il y a un rapport au carré. Ça fait que si on double le temps de pause, ça veut dire qu'on va avoir 4 fois plus de signal puis la moitié de bruit, en tout cas, un rapport carré. Par contre, le temps est limité par l'intensité du signal de l'objet. Fait qu'on ne peut pas faire une pause d'une étoile brillante de 10 heures parce qu'elle va venir saturer notre petit carré là, du capteur. Il va être plein à un moment donné, il va déborder, puis là, on perd plein d'informations, puis on ne veut pas ça. OK? Fait qu'il faut quand même, on ne peut pas étirer le temps de pause de façon infinie. Il y a des limites à ça. OK? Ben, la limite, elle peut se calculer. Il faut que tu saches ta profondeur de puits. Et en gros, on parle d'heures, de minutes? Ben, ça dépend. M42, on parle de secondes pour le cœur. On parle de secondes. Puis pour les... hein? Fait que, non, quelques secondes. À 30 secondes, souvent, le capteur, là, dans le cœur de M42, il est déjà brûlé. Il déborde. Saturé. Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est un objet extrêmement brillant. C'est à peu près l'objet le plus brillant dans le ciel. Mais tu sais, quand on regarde des pauses, encore une 31, c'est relativement brillant. Le cœur, 2, 3, 4 minutes, ça dépend bin 1, bin 2, tu comprends? Parce que là, c'est 4 fois plus, fait que ça va vite. Là, fait que c'est tout ça. C'est compliqué, mais ça se calcule. OK? Puis pour nous aider, c'est parce qu'on ne veut jamais saturer le signal, ça veut dire remplir un des puits, jamais, jamais. Surtout en scientifique, parce qu'on veut vraiment prendre ces mesures-là pour faire des vraies données. Mais les caméras qu'on dit qui ont du anti-blooming, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent à la fin, quand ça se rapproche d'être plein, là, ils commencent à éliminer plusieurs photons, puis quand c'est presque plein, ils n'en gardent plus qu'un sur 100 ou 1 sur 1000. Fait qu'ils viennent jamais complètement saturés, mais on a quand même perdu plein de signal. C'est juste que ça ne vient pas endommager la photo. Mais pour le scientifique, comme on a dit, où est-ce qu'on veut tout mesurer, on ne veut pas perdre du signal parce que là, nos calculs sont plus bons. OK? On peut obtenir le même résultat en combinant plusieurs pauses. Ah, c'est ça, il y a plus que la limite du capteur. Il y a des pauses très longues, c'est risqué. Plus on attend, plus il peut s'ajouter des problèmes. Problème de suivi, un avion qui passe, un nuage qui passe, un coup de vent qui vient tout bouger ça, puis notre image est scrap. Fait que c'est sûr qu'une pause d'une heure, moi te dire, c'est pas nécessaire. Il y a des choses plus brillantes à faire. Ça, c'est la partie en bas, là.
on peut obtenir le même résultat en combinant plusieurs pauses de durée plus courte, dont le temps total est équivalent. Donc, on veut faire une pause d'1 heure. Moi, je te dirais, fais peut-être 10 pauses de 6 minutes ou 12 pauses de 5 minutes, puis ça va être mieux. Premièrement, si tu en as juste une qui est scrap, c'est pas grave, tu en restes 11. Mais si tu as 1 heure, il s'est passé un événement, tout scrap. Parce que ça s'additionne tout ça. Là. Fait que s'il y a un coup de vent et c'est venu barbouiller de même, tes étoiles vont toutes avoir des lignes de même. T'sais. Il va y avoir un gros point bien brillant au milieu, mais il va y avoir plein de lignes autour pareil parce que ça a bougé. Les photons sont tombés à la mauvaise place. T'sais. Puis on l'a enregistré. Puis pourquoi qu'on. OK. Puis ça, prendre plusieurs petites pauses. En français, c'est du compositage, mais du stacking. Ça, c'est l'empilement. Là. On connaît ça. Tout le monde a déjà entendu parler de stacking d'images. Puis pourquoi on peut faire ça? Bien, c'est grâce à la nature aléatoire du bruit qu'on peut faire ça. Puis à cause qui augmente moins vite que le signal. Puis c'est un petit peu normal, puis je vais vous montrer pourquoi. C'est des exemples un petit peu anodins, là, un petit peu plates, mais je pense qu'ils illustrent bien. C'est sûr que ça, c'est encore de son livre. Là. Nous, il nous explique là, comment on gagne dans le signal-to-noise ratio, le ratio signal-bruit, en prenant plusieurs pauses. Mettons, ça, c'est comparé à une pause. Fait que si on prend une pause de 2 minutes ou de 10 minutes, mettons, ou 2 pauses de 5 minutes, bien, le signal, tout de suite, il est amélioré. Il passe de 1 à 1,4, le ratio. Puis là, on voit comment ça progresse dans le temps. Fait que si on prend 16 pauses qui donnent le 10 minutes au complet, bien, notre rapport de signal-bruit il est 4 fois meilleur qu'une pause de 10 minutes. OK? Fait que là, il nous montrait dans son livre qu'une pause ici, 4 pauses, on ne le voit pas très bien, mais on voit quand même qu'il y a une différence, puis 16 pauses. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça, c'est la Galaxy, je pense que c'est 6946, là, Fireworks. C'est sûr que moi, j'ai fait un scan de son livre, c'est pas idéal. Mais ça montre un petit peu pourquoi, ou qu'est-ce que lui il présente. Puis pourquoi ça fait ça? Ben, on va le regarder. Moi, j'ai une caméra théorique qui contient 10 pixels. OK? Puis, je veux faire la capture d'une étoile faible. Fait que je prends ma première pause, puis c'est ça que ça donne. Fait que ça, c'est ce qu'on a lu. Il y a eu 8 photons, 6 photons, 10 photons. OK? Ça va? Deuxième pause, c'est ça que ça donne. Et où mon étoile? C'est du sport. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi, parce que j'ai modélisé le bruit dans Excel, j'ai mis random avec un biais, puis random avec un dark, puis j'ai mis des valeurs où est-ce que je voulais que mon signal soit, puis j'ai fait ça, j'ai roulé ça 10 fois. Puis ce que j'ai fait, c'est que je les ai additionnés. Fait qu'une fois qu'on prend les 10 pauses, qu'on les met l'une à côté de l'autre, c'est ça que ça donne. Ça, c'est pas mal typique de ce que ça a fait une photo. OK? Photo ordinaire. Mais ça, c'est les 10 pauses séparées. OK? Fait que des fois, vous voyez la verte, elle est haute, elle est basse, on ne sait jamais ce qu'on a. OK? Fait que ça donne ça, mais là, on a une bonne idée que l'étoile est probablement ici. Ben, ça n'a pas de l'air beau. On s'entend-tu? Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stacker ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais additionner toutes ces valeurs-là, puis vu que j'ai 10 pauses, je vais les diviser par 10. Une moyenne bête et simple. Là. Il y a des algorithmes plus brillants que ça. On va commencer avec quelque chose de simple. C'est tout le temps des moyennes avec des réjections de pixels qui sont trop loin. C'est tout le temps des moyennes. C'est ça qu'on fait. On fait de l'empilement de moyennes. Fait que qu'est-ce que ça donne si on fait la moyenne? Comment ça que ça donne ça? Ça n'a comme pas d'allure. Ça, c'est la moyenne. J'ai juste additionné divisé par 10. OK? Ben, c'est pas surprenant, premièrement, c'est parce que je suis pas du vrai random. Là, dans Excel, c'est du pseudo-random. C'est pas grave, mais ça montre bien qu'est-ce qui se passe. On voit premièrement qu'il n'y a jamais un signal qui est en bas de ça, là, tu sais, de 2. Jamais, 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 jamais. Ça correspond à quoi, ça? Bien, ça, on peut dire que ça correspond à notre bruit de lecture. On ne peut pas avoir en bas de ça, c'est le bruit de lecture. Au minimum, même avec une pause de 0 dans le noir, on a ça. C'est le bruit de lecture, ça. OK? Fait que c'est ça que je dis ici. C'est le bias. Après ça, c'est quoi cette affaire-là ici? Ben ça, là, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi? Le bruit thermique, le dark current. OK. Puis, c'est quoi? Ça? Ben, c'est parce que, encore là, c'est le bruit moyen on a soustrait le bias. Fait que ce qui reste ici en moyenne, voyez, c'est tout pareil, c'est le bruit de temps d'exposition. Si j'avais exposé plus longtemps, ça serait plus haut, mais ça aussi, ça serait un peu plus haut. Parce qu'il y en aurait eu plus en moyenne que ça serait accumulé. OK?
Fait que qu'est-ce qui nous reste? C'est le signal. Mais là, je veux dire, moi, là, si je soustrais ça, j'ai dit tantôt, une correction, si on soustrait ça, on soustrait ça. Fait que si je mets ça, le 0 ici à mon graphique, hey, j'ai-tu un beau signal? On sait-tu sont où les étoiles, là? Il n'y a plus aucun doute. Ça devient évident. C'est ça, le compositage. C'est ça, le stacking. C'est ça qu'on veut faire. OK? Il y a plein de problèmes avec ça. Mais je pense qu'il illustre le concept. Tu sais, les puristes sont de « oui, mais... » C'est ça, dans le fond, qu'on veut faire. C'est l'idée principale, c'est ça. Fait que l'avantage, je pense qu'il devient évident. Fait que là, si on caractérise bien notre bias, puis on l'enlève, si on caractérise bien notre bruit avec des darks, il reste vraiment un beau signal net, puis c'est ça qu'on veut faire. Idéalement, là, ça serait un signal parfait. Ça va pour la calibration, les darks, les bias. Il reste une autre calibration qu'on appelle les flats, les PLU, les plages de luminescence uniforme. Ça n'a rien à voir avec les photons, ça n'a rien à voir avec ma caméra, ça n'a rien à voir avec le courant, ça a à voir avec les cochonneries puis les imperfections de ma vitre. Quand ça passe à travers, j'ai peut-être une poussière ici, il y a eu peut-être une petite bosse sur la lentille, ça fait que ça fait une déformation, tu sais, puis il y a peut-être d'autres choses, l'illumination n'est pas pareille en bas pour toutes sortes de raisons. Fait que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'illuminer. Okay? Ces défauts sont causés par les aberrations, le télescope, la filtre, les caméras, ça veut dire le vignettage, la poussière, etc. Tout ce qu'il y a à faire avec le chemin que la lumière apprend pour se rendre sur notre capteur. OK? Ça, j'ai envoyé ma caméra se faire nettoyer. Mais je voulais vous montrer. Ce qui est arrivé, moi, c'est que à un moment donné, j'ai essayé de craquer mon refroidissement pour avoir moins de bruit. Je l'ai mis comme à moins 40. J'ai fait tout ça, puis il y a de la glace qui s'est formée sur le ceinture. Pas sur la vitre, sur le ceinture. Directement. Fait que quand ça a séché, ça a fait une belle ligne, là, puis c'était pas sur la vitre, c'était sur le capteur. Fait que moi, dans mon Infinite Wisdom, j'ai ouvert la chambre scellée. J'ai tout lavé. Hey, et puis là, la glace. Non, mais il y avait des poussières dans l'air. Faut pas ouvrir la chambre. Je suis pas dans un environnement sans poussière. Sur ma table de cuisine, c'est ça que ça donne. Ça, c'est juste le fait d'avoir refermé le petit centimètre cube d'air, là, puis remettre ça par-dessus, ça a fait tout ça. Je peux pas l'enlever, c'est à l'intérieur de la chambre scellée. Je l'ai envoyé faire nettoyer là, par quelqu'un qui a une chambre contrôlée, tout ça. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que, mais ça vous montre bien, parce que j'ai quand même pris des photos avec ça, moi. Ça a donné des bonnes photos. Fait que ce que j'ai fait ici, c'est qu'on donne une lumière uniforme. OK? Sur toute la surface. Il faut que la lumière elle soit pareille partout. La même intensité. Fait qu'évidemment, si on a la lumière de la même intensité partout, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit toutes les différences, ils ressortent. Fait que c'est ça que je fais, c'est pas brillant. Je suis même pas sûr si vous allez le voir. Mais en tout cas, vous ne le voyez pas, là, mais il y a une lumière en haut. Mais ça, c'est assez brillant pour faire des plages uniformes. Fait que moi, je mets ça comme ça au bout de mon télescope. C'est pas compliqué, hein. Ici, j'ai deux, trois sections où je mets du papier ciré pour diffuser. Puis je mets une lumière en haut, puis en bas, j'ai juste fait un stopper pour que ça vienne s'accoter sur le télescope sans que ça tombe. OK? Regardez le design, c'est super high-tech mon affaire. Hein? Fait que, vous voyez le guide rentrée. Fait que moi, je fais ça, puis là, je prends des dans le noir, là, la nuit, le matin ou le soir avant que ça soit assez noir pour que je fasse mes photos, je fais ça. Puis ce que je viens faire, c'est que je viens prendre toutes les... C'est avec un équipement comme ça que j'ai eu un flat comme ça. Puis ce que ça... 57, ça ressemble. On met des galaxies. Puis la technique de ça, c'est... En gros, c'est un petit peu compliqué pourquoi, là, mais ce qu'il va faire, le logiciel, il va venir diviser. Il va faire vraiment une division. Il va prendre le pixel 1, qui vaut 2000 dans mon image, avec le flat qui vaut 183, puis il va diviser 2000 par 183. Puis il va faire ça pour chacun des pixels du flat, OK, par mon image. Puis ce que ça vient faire, ça vient complètement neutraliser cette image-là. Ça enlève tous les défauts. Parce que c'est sûr que là, on les voit parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais moi, là, c'est noir tout ça, là. On les voit pas vraiment. On les voit pas vraiment, ils sont comme cachés dans le noir. Fait que quand on les enlève, comme ça, ils disparaissent complètement. On va vous le faire tantôt, je vais vous montrer comment on fait ça. Ton télescope, le focus, il est à quoi dans ce Il est à n'importe quoi, ça ne change rien, parce que c'est hors focus qu'on prend ça, justement, pour pas qu'on voie de détails du papier cellophane, rien. Tu peux être complètement enfoncé, Oui, il faut que ça soit... sorti. Oui. Mais c'est Ça pas change le même rien. focus que ton image? Non, ça ne change rien. Il ne faut pas changer l'orientation de ta caméra. Non. Faut rien bouger, parce que c'est sûr que ça, là, c'est sur ma lentille, puis je tourne ma caméra, ça tourne.
Si c'est sur ma caméra, ça va rester à la même place. Ben, tu sais, il ne bougera pas. Mais tout ce qui est pas, ça fait que l'idée, là, c'est qu'une fois qu'on a fait notre focus, justement, puis que plus rien bouge, puis qu'on prend notre objet, il faut qu'on le fasse avant de tourner ou de bouger. Il ne faut pas tourner. Ce qu'il ne faut pas, c'est tourner la caméra. Oui, je fais ça le soir. Ouais, je sors ça dehors, là, puis... Ouais, avant, après, le lendemain. Celle-là, le temps d'exposition le plus court possible. Non, non, je vais expliquer ça. Il faut qu'on tombe, mettons que notre caméra, elle lit de 16 bits, elle lit de 0 à 65 000 au maximum. Il faut que ton flat, là, puis ça fait une belle courbe comme ça, là, il faut qu'il soit dans le milieu à 32 000. Fait qu'il faut que tu t'essayes, tu t'allonges ton temps d'exposition jusqu'à temps que tu vois ton Instagram qui bouge, puis quand il est à 32 000, tu te dis « Ah, c'est le bon temps ». Il faut que tu le fasses pour chaque filtre. C'est pas les mêmes temps, parce que le rouge puis le bleu, il y en a qui passent plus, il y en a qui passent moins. Mais moi, je me fais un preset de flat pour mon SV80. Puis quand j'ai trouvé ça pour le filtre rouge, vert, bleu, je sauve preset flat SV80. À toutes les fois, je reload ça, je fais start, puis ça prend mes flats. 32 000, ça c'est pour le nombre de bits de ta caméra. Oui, il faut que ça soit à la moitié de la plage maximum. Il faut que ça soit au centre de la plage. Fait que c'est 12 bits. Ouais, c'est 12 bits, je me souviens plus, c'est 24 000, là, whatever. Il faudrait que ça soit la moitié. Mais dans l'Instagram, ça se voit bien parce que tu as le début, la fin, puis le flat, vu que c'est blanc, ça fait une belle courbe comme ça. Puis tu le vois se déplacer à mesure que tu augmentes ton temps, ça bouge. Tu sais. Quand tu arrives dans le milieu, tu te dis, ah, c'est 8 secondes, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est 33 secondes, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, mais on est loin de 2 minutes d'exposition que tu faisais. Ouais, ben ça dépend. C'est jamais le même temps que... Non, ça n'a rien à voir. Il faut que tu ailles dans le milieu. Ça prend le temps que ça prend pour arriver dans le milieu de la plage. C'est la moyenne des pixels. Quand je fais en H-alpha, là, ça bloque 99% de la lumière de H-alpha. Des fois, je fais des expositions de 7 minutes pour avoir un flat qui a de l'allure. À moins que je mette 8 lumières là-dedans, hein, je crains ça. Mais dans ce temps-là, si je fais ça, quand je vais prendre mon L en 1 centième de seconde, je vais être surexposé. Ça fait que... Tu fais ce que tu peux. Il y en a qui vendent des panneaux électroluminescents, là, mais ça vaut 400-500$. Ça me coûte 10$. C'est le fun à faire en plus quand tu veux avec les enfants. Oui, tu peux. Le problème, c'est que je sais pas si tu as vu le soleil se coucher, là, mais la lumière elle change vite. Si tu veux faire 8 H-alpha qui prennent 7 minutes, là, tu as besoin de tu veux rester dans le milieu de ta plage, là, tu vas voir que. Oui, tu peux le faire, mais moi je trouve que c'est difficile parce que je sais jamais quel temps. Il faut tout le temps que j'essaie d'aller dans le milieu, puis c'est pas le ciel, il change vite le soir. Une fois que le soleil se couche, là, en 2 minutes, ça a changé. Quand tu fais tes flats, tu regardes ça avec l'histogramme. Oui, on va regarder ça tantôt dans Maxime, là, je vais vous les montrer. Ceux qui ont des appareils réflexes numériques peuvent-ils se faire une librairie? Oui, ben la librairie, c'est non. Tu peux jamais faire une librairie parce que surtout que tu bouges, c'est fini. C'est à chaque capture. Des fois, moi, là, je vais vous montrer tantôt, je le sens en dessous d'une couverte. Puis ça peut arriver que là, je vous ai dit que le focus ne bouge pas, qu'il n'y a rien qui bouge. Ça se peut que je prenne 3 fois le même télescope en un mois, là, à 3 soirs différents. Là, je ne les reprends pas parce que je n'ai rien changé. J'enlève la couverte. J'enlève le couvercle, je mets la lumière, puis ça part. Là, je ne reprends pas de flat. Mais si je tourne la caméra, il faut que je recommence. Si je change de binning, il faut que je recommence. Il faut que tu prennes des flats pour chaque binning que tu as. Fait que mettons que j'ai fait du RGB un soir, puis du L. Le L, je le fais en bin 1. Le RGB, je le fais en bin 2. Il va falloir que je prenne un flat en L bin 1. Puis il va falloir que je fasse des RGB, chaque fil en bin 2. Fait que ça va me donner 4 sets de flats. Okay, pour chaque fil, parce que c'est pas les mêmes poussières sur chaque fil. Puis les poussières, ils restent. OK? OK, ouais. Okay. Je vais en reparler tantôt. Ça, c'est rapidement, parce que ça se fait dans la capture, dans la partie capture. On va en reparler. Fait que là, on est presque prêt à faire une séance d'acquisition un soir qui fait beau. La seule chose qu'il faut réfléchir encore, tantôt, je vous ai parlé de focale. Fait que tu peux pas là, dire ce soir, je prends n'importe quoi. Il faut que tu réfléchisses parce qu'il faut que ça fitte avec ta caméra et ce que tu vois. Là, il y a toutes sortes de logiciels qui font ça, mais c'est juste pour encore vous montrer un exemple. Ça, c'est tous les télescopes que j'ai, j'en ai 4. Ça, c'est avec Star X, là, je ne sais pas trop, là, comment ça s'appelle? SkyX, ouais. De Sky. 10. Puis là, ça, évidemment, c'est les Pléiades. Puis là, ça vous montre, là. Moi, je veux prendre les Pléiades à soir. Quel de mes 4 télescopes je vais prendre avec ma caméra? Ça fait que SkyX nous permet de définir le capteur qu'on a, puis nos télescopes avec nos focales. Puis là, tu dis, montre-moi le field of view pour chacun, puis il nous met des petits carrés.
Fait que là, ici, ça, c'est le 65 mm à 6.5, c'est 420 focales. Ça donne ça. Ouais, c'est peut-être grand, mais c'est pas proscrit, c'est le fun. Des fois, voir autour des objets, ça met du contexte. Le SV80, je vous l'ai montré tantôt ce que ça donnait. Ça donne à peu près ça. Ça, c'est avec le 120 mm à 900 de focale. Puis ça, c'est avec mon Astrotech à 1.6 m de focale. Fait que c'est sûr que si je veux prendre des Pléiades, là, c'est probablement lui ou lui. Hein? Fait que c'est bon de regarder avant, parce que si on veut prendre une galaxie qui est lointaine avec un SV80, ben elle va être grosse comme ça, votre galaxie. C'est ma petite image. Fait que tantôt, je vous disais, là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut prendre en photo. Tout ça, là, c'est bon, avant de sortir, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va voir là, sur l'image. Okay? C'était juste pour ça, parce qu'une fois que le soir commence, c'est un petit peu tard de regarder ça. Là, on a d'autres choses à faire. Il faut faire l'alignement, prendre nos flats, il faut connecter tout ça, il faut balancer, il faut ci, il faut ça. Il faut être occupé. Là, se faire le choix de l'objet, il faut peut-être. C'est lui qu'on prend ce soir. Ça marche, puis il est au méridien, puis il est en haut à minuit, puis il est correct, il n'y a pas d'arbre, puis il fit dans mon champ, puis. OK, ça, faites ça avant. Fait que c'est pas si pire, on n'était pas trop loin tantôt. C'est là que je voulais me rendre avant le dîner. Parce qu'on a fini une demi-heure plus tôt, c'est ça. Oui. Pourquoi ta boîte est longue plutôt qu'elle mince? Ben, c'est parce que ça me prend un certain temps pour diffuser. Tu sais, j'aurais pu la faire peut-être un petit peu plus courte, mais il y a 3 ou 4 couches. Là. Je ne sais pas si j'ai une flashlight pour regarder à travers. On voit à travers. J'ai peut-être une flashlight ici. Si regarde, j'en ai une ici. Un exacto. Un exacto. Ouais. Mais ça, je fais ça avec. C'est du foam board qui vend de bureau en gros. Là, ça se coupe à l'exacto. C'est super bien. Tu prends une règle de métal puis tu coupes. Puis je le colle avec la colle chaude, là, des bâtons, là, ça colle, c'est écœurant. Là, on contact, puis si tu tires, ça déchire tout. Okay? Fait que c'est solide. Ça, j'ai mis ça juste pour boucher les trous, là, mais on n'a pas de besoin, ça tient rien. Fait que je ne sais pas si vous voyez que c'est pas assez puissant, vous ne voyez pas. Il y a 3-4 niveaux dedans, puis le but, c'est de diffuser parce que c'est une lumière ponctuelle en haut, elle passe à travers le premier papier ciré. Puis là, elle fait quand même un petit rond, mais diffus. Puis après 3 ou 4 papiers cirés, ben, on ne voit plus rien, c'est tout blanc. T'sais. Tout le papier est uniforme. Fait que l'idée, ça prend au moins 3 niveaux avant que ça soit uniforme pour plus voir la lumière en haut. C'est pour ça que je fais. Oui, c'est ça, il faut que ça soit uniforme. Ça veut dire qu'on peut le vérifier quand même en mode physique, c'est-à-dire on essaie ça qu'on met des couches différentes. Ouais. C'est ça. Fait que moi ici, là, en plus, j'ai été wise. Là, je me suis dit, j'ai 3 ou 4 réfracteurs. Fait que je me suis fait une boîte d'adaptation pour chacune des dimensions. Fait que là, ça va ça pour mon 5 pouces, mon 3 pouces et 3 quarts, puis mon 2 pouces et 3 quarts. Fait que je change ça ici. J'ai rechangé ça, ça rentre dans le trou. Puis, fait que là, vous voyez ici. Vous voyez? J'ai mis des choses pour que ma boîte vienne à côté, pour pas que mon télescope vienne déchirer le papier. Là. Ça fait que j'ai mis des stoppers. Là. La boîte, elle vient s'accoter ici. Puis il y a 1, 2, 3 couches. Puis pour calibrer la force de la lumière ici, ce que j'ai fait, c'est juste des papiers ultra blancs, là, du papier photocopieuse. Là. Puis là, je checkais parce qu'il faut au moins, ma caméra ne prend pas des bonnes photos en bas d'1 seconde. Fait qu'il ne faut pas qu'en luminance bin 3, il faut que ça soit trop clair, qu'en 1 seconde, je suis trop élevé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pire cas, le cas où il y avait le plus de lumière. Puis là, j'ai mis une feuille, puis j'ai pris une photo, puis j'ai regardé ce que ça donnait. Ah non, je suis saturé. Tu sais, c'était trop. Fait que là, j'ai mis une deuxième feuille. Fait que j'ai juste mis 3, 4, 5 feuilles que j'ai empilées de même. Quand je suis arrivé à 1 seconde ou 2 en bin 3, en luminance, qui est le pire cas, c'est le cas qui donne le plus de lumière, j'ai dit, bah, je suis correct. Fait que toutes les autres, ça va être plus long. Fait que je suis capable de le faire avec ma boîte. Fait qu'ici, c'est pas très scientifique, mais ça marche très bien. On met carrément un rhéostat sur la lumière. Ouais, mais ça coûte 4,95 là, avec des rhéostats. Ça, c'est compliqué, ça marche avec des batteries. Oh, je veux dire, ils vendent ça au Canadian Tire. Dans des fêtes, à partir de Lucien, la l'Est, Hein? Ah oui. C'est pour ça que les batteries sont pas bonnes. On peut prendre le ciel, là, mais comme j'ai dit, c'est compliqué le ciel parce que ça change rapidement. Disons que le soleil n'est pas encore couché. Le moment qui pourrait à suivre, c'est de mon histogramme pour chaque flamme. Ouais, mais si tu veux en prendre 9 sur 3 filtres avec de la luminance sur 4 filtres, ça va prendre quand même une demi-heure. Je ne dis pas que dans mon cas, je suis au-dessus de DSLR. Ouais. Ouais, tu peux le faire.
peux en prendre 7-8, là, puis c'est sûr que c'est pas obligé d'être exactement dans le moitié. Mettons que ma moitié, c'est 32 000. 24, ça marche. 25, là. entre 25 et 35. Ouais, puis 35, ça marche. Mais 14, c'est pas bon. Puis 55, c'est pas bon. Tu sais, ça fait... Ça va? Maintenant, tu peux voir, il va faire quoi sur le photo? Ben, c'est parce que tu vois, encore là, il y a du binning, OK? Il n'y a pas du binning, il y a du... comment on appelle ça pour la saturation? Le... Blooming. Blooming. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il sera plus uniforme parce qu'il y a plein de pixels qui vont se faire couper quand tu es trop haut. Puis quand tu es trop bas, ben, il n'y a pas assez de signal pour faire le bon contour des poussières, là, pour qu'ils deviennent bien définis. Fait qu'ils vont être mal enlevés. On va continuer à en voir. Mais une fois qu'il va être appliqué, on va remarquer qu'il semble avoir un cercle, là, tu sais, qu'il reste quelque chose quand tu vas stretcher là, ton image dans Photoshop. Là. Tu vas dire, c'est quoi ces affaires-là? Ben, c'est ça. C'est parce qu'il n'a pas été bien enlevé. Il est encore là. Ça va? Yves, une dernière question des Ben, fêtes, là, t'en prends derrière, combien? hein? T'en prends combien sur les plans? Moi, j'en prends 10, 12, 15, ça dépend. Là. Quand c'est pas long, mais tu sais, du H-alpha, là, quand ça prend 7 minutes chaque, là, mettons qu'à 6-7, je commence à me tanner. Au moins 5 ou Ouais, ben, je pense qu'à une, c'est mieux que rien. 8, c'est mieux. 16, c'est encore. Bon, l'acquisition avec Maxime DL. C'est là que ça va se compliquer. on va se creuser maintenant. OK. Fait qu'il y a encore un petit peu à parler, là, le choix du site. Parce que là, on parle de l'acquisition, là, on va dehors, là, puis il y a des choses à faire. Là. Pas assis en train d'écouter le hockey, là. Pas encore. Ça, c'était vrai. Ça, c'est quand tout est parti. Quand on a fait tout ça, là, on peut s'asseoir. Fait qu'il y a le choix du site. Je vais en parler rapidement, là, parce que je pense que vous êtes tout au courant. Il faut qu'on voit l'étoile polaire. C'est pas absolument nécessaire, mais ça l'aide beaucoup. Autant que possible, s'assurer que le méridien est dégagé. Ça, c'est le sud. Fait qu'on a l'étoile polaire en arrière. On a le sud là, puis le méridien, c'est ça. Parce que c'est là qu'on prend les meilleures images. C'est là que l'objet est plus haut dans le ciel. C'est là qu'il y a le moins d'atmosphère. Parce que plus on descend, là, plus on traverse l'atmosphère. Hein, ça peut être rien, mais quand c'est direct en haut de nous autres, c'est là qu'on sort le plus vite de l'atmosphère. Fait que c'est idéal de prendre des photos là. C'est là de souvent qu'on a les meilleures photos. Puis c'est quoi? C'est une ligne droite qui rejoint l'horizon nord, l'étoile polaire, le zénith, puis le sud. C'est ça le méridien. J'aurais pu mettre juste 2 points, ça aurait fait la même chose. Hein, mais je pense que là, on ne peut pas se tromper. C'est une ligne imaginaire, évidemment. Là. Vous ne la trouverez pas dans le ciel. Non, il n'y a pas. Évidemment, faire attention aux obstacles tels que les fils, les poteaux électriques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On habite où est-ce qu'on habite? Les arbres, les lampadaires, les phares de voitures qui passent, blablabla. Bla. Fait qu'un des outils que j'aime bien, moi, de mettre dans mon kit, c'est ça. C'est plus dur avec les voitures, il faut courir vite, mais pour le reste, ça fait la job. On n'a pas une carabine. Pourquoi tu mets ça sur un poteau électrique? Métallique. S'assurer d'avoir accès à une alimentation électrique. Parce que c'est bien le fun sur une batterie, là, mais vous allez voir qu'une caméra refroidie avec un cooler, un guideur, tout le kit, les bandes chauffantes, le USB alimenté, on va avoir une bonne batterie. Ça se fait, là, mais si on n'est pas obligé de plugger le don dans le mur. Surtout quand il fait moins 25, la batterie n'est pas trop efficace. Et je l'ai bien raide. Comme nous autres d'ailleurs. Le gros power tank, il fait la peine. Ouais, je sais pas si je ferais 8 heures d'exposition avec ça. Je sais pas ça, ça te ferait. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne que quand on part une séquence d'astrophotographie, on parle de plusieurs heures idéalement. Là. 4, 5, 6 heures d'exposition. Fait que on veut pas que se battre avec notre batterie parce qu'on perd l'alignement, on perd tout. Il faut tout recommencer. Là. C'est le bordel. Là. Le bordel. C'est vraiment le bordel. Ouais. Des fois, ça arrive que je me barre les pieds dans le fil, puis ça fait juste clouc! Oh non, j'étais sur le point de rentrer, aller regarder ma game de hockey, là! Elle a commencé. C'est pas de hockey. Oui, mais tu l'enregistres dans ce temps-là. Ouais. Fait que j'ai fait des petites vidéos avec mon gars l'année passée, c'est les mêmes. J'ai pas retravaillé les vidéos, mais ça montre, tu sais, une image vaut 1000 mots. Fait que je vais vous parler de mon installation extérieure. Moi, je laisse tout ça dehors en dessous d'une toile, là. J'aime jamais ça, là. Parce que je suis tanné de faire l'alignement polaire. Là, je laisse mon stock complètement ici en dessous de la couverture qui est là, tout le temps.
Souvent, je laisse avec tous les caméras et tout, mais là, ça fait longtemps, ça fait que je l'ai enlevé. Fait qu'en dessous d'une toile, ici, qui est une toile qui est bonne pour été hiver, c'est une toile de Télégizmo. Comme on voit, qui est aluminisée à l'intérieur, donc qui permet de réfracter la chaleur. Donc, je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Ça en vient meilleur, mon vieux, va arrêter plus vieux pour manger. Ça, c'était au mois de mars l'année passée, 3 semaines avant Mon setup. On voit qu'il n'y a rien de ça pour le télescope et la monture. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le laisse. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Tu chauffes pas, moins 30. Moins 30, ça me dérange pas. Plus glaçant. Mais il y a une toile dessus. C'est une toile Télégizmo C'est qui est fait pour ça. double Ça, épaisseur. idéalement, elle est faite pour les Dobson, genre les 23 pouces que tu veux pas rentrer, là. Ils en vendent, tu sais. Fait que, je dis, c'est bon pour un Dobson, c'est bon mon stock, tu sais. Je veux dire, c'est bon, c'est bon. Puis, ça fait des années que je fais ça, là. C'est sûr que j'ai des vis qui sont corrodées un peu, là. Faudrait que je mette des vis en stainless, là. D'autres, ils mettent ça en plaqué, là, puis ça galvanisé, ça vient que ça rouille. Mais la monture est en stainless, il n'y a pas de problème, là. C'est les vis autour. À la limite, si je la revendrais, je vais changer, là. Je mettrais du stainless. Il y a justement, printemps, automne, l'humidité, ça rend ça la toile. Bon, j'imagine, mais c'est tout le temps sec en dessous. Ben, J'ai jamais eu de buée, Un jamais rien. télescope, c'est fait pour l'extérieur. L'automne, il vient tout le temps. C'est sûr Il qu'ici, sèche le jour. il y a des connecteurs de téléphone. Là, ça, c'est pas très bon pour l'extérieur. Ça arrive des fois que j'ai des mauvais contacts quand j'allume tout ça. Fait que je le sors, je le rentre de même. Ça marche. C'est génial. Ça va vite, là, 30 heures. Ben, c'est parce que l'alignement polaire, je le fais par le drift. Tu sais, ça peut me prendre une journée ou deux à l'avoir comme du monde. Puis là, je veux plus être chaud, on dit, là. C'est ça. Moi, je sors ça, là, j'alimente 2-3 minutes. Je suis parti. C'est pareil comme tu avais un observateur. Ah oui, mon CPC11 que je rentrais puis je sortais, à toutes les fois, il y avait un quart de pouce de glace à moins 20, ça coulait dans la cuisine. Il y avait une flaque d'eau, tout beurré, la lentille, parce que l'eau, elle sèche puis elle fait des gouttes. Puis, dehors, là, pas de problème. Moi, j'ai mis ça dans un abri. Pardon? Ça fait depuis 2001 que ça. Non, ça, là en dessous, il t'a vu, il était Comme ouvert. Il n'y a pas de buée, il n'y a pas de buée. Non, il était à température ambiante, tu sais. Puis je vais vous dire, quand le soleil sort, ça chauffe, ça, là, puis ça évacue. C'est pas très chaud, par exemple, assez blanc puis aluminisé, là, je vous dis, là. Moi, quand je sors ça, là, même l'été, là, c'est en plein soleil toute la journée. C'est pas chaud. Je touche, c'est ambiant. Ambiant. C'est pas plus chaud que c'est pas parce qu'il est noir, là. Par exemple, quand je l'enlève, après 1 minute ou 2, déjà, le tube, il est chaud. Avec le soleil, c'est pas long. Fait que ça, c'est pour le kit. Après ça, je continue, là. Une des choses qui est importante pour avoir un bon suivi, puis pas trop d'erreurs, tout ça, c'est de balancer tout ça. En balancer, là, je veux dire, c'est important de balancer dans les 2 axes. Fait que normalement, vous metteriez tout. Là. Vous mettriez la caméra à peu près, mettons que je sais que mon focus est aux alentours de 4, on n'est pas encore de pouce près. Vous mettez tout votre stock, tout ça, puis là, vraiment, vous le balancez, vous le soignez pour s'assurer que là, vous voyez, c'est sûr qu'il est plus lourd en avant parce que il n'y a pas de caméra, mais là, normalement, ce que je ferais ici, c'est que je le glisserais un petit peu. Là, lui, il n'y a pas beaucoup de place, là, mais avec la caméra, il est en bonne place, tu sais. Puis là, j'essaierais de m'assurer qu'il n'y a pas de tendance, tu sais. Fait que ça se fait ici, là. Ici, je l'ai fait, là, il n'est pas balancé, là. Là, c'est pas ça, ici, c'est ça, c'est celle-là. Vous voyez, là, il est trop bas, là. Vous voyez comment ça descend? Ça, c'est pas balancé. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'on monte ça, là, on trouve à peu près là, où est-ce que c'est. Là. Je sais pas si là, puis on l'essaye, là, on le swing. Là, puis quand il y a de l'air de ne plus avoir de tendance importante d'un bord ou de l'autre, là. Ben, là non. Non. C'est conseillé, certains conseillent de le mettre un petit peu débalancer vers l'est. Ouais. Le télescope s'en est vers l'est, il accote haut, ça aiguille du même côté. Fait qu'il y Mais une aura fois pas qu'il de est backlash. parti, il ne devrait pas en avoir. Parce que... Bon, ça, comme vous dites, des lignes, tout le monde a une petite recette. Fait qu'on va regarder ça. C'est un petit peu ça que j'explique ici. OK, donc la première étape, une fois qu'on met tout notre équipement, c'est de balancer le tout, s'assurer que tout est bien équilibré. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'en ce moment, tout est équilibré, parce que j'ai déjà fait une prise de photo avec cet équipement-là. Fait que l'important, c'est d'avoir à peu près l'équipement qu'on va mettre. Donc la caméra, on sait que ça pèse l'eau. On va insérer la caméra à sa place, ici. Là aussi, j'ai reculé le focus. Moi, je sais qu'à peu près, avec la graduation, à quel endroit doit être mon focus. Donc, je sais que la distance est à peu près bonne.
Là, ce que je vais faire, il est où le pare-buée? OK, je vais mettre le pare-buée. C'est sûr que ça vient de Parce que ça donne à peu près le bon poids en avant. Là, on voit, j'ai mon télescope de guidage que je vais aussi mettre parce que c'est un autre poids important qui va considérer. Donc, la seule chose finalement que je n'aurai pas, ça va être mes bandes chauffantes. Je pèse à peu près rien finalement. Puis les fils là, qui vont permettre de calibrer ou de contrôler le télescope. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ici pour m'assurer que tout semble relativement bien équilibré, qu'il n'y a pas l'air d'avoir une forte tendance d'un bord ou de l'autre. On voit que ça tourne relativement bien, là, donc il n'y a pas vraiment de restriction. Il n'y a pas tendance à aller plus d'un bord que de l'autre. OK? Donc ça veut dire que le poids ici est à la bonne place. Sans ça, j'allongerais ou je raccourcirais là, pour que si cette partie-là est retrouvée vers le bas, ça voudrait dire qu'il faudrait que je remonte les poids pour essayer de balancer tout ça. Sur l'autre côté, on peut le faire aussi. Fait qu'on va voir, sauf que des fois c'est limité parce que là, comme vous voyez, je suis presque à la fin de mon télescope. Je suis presque à la fin, donc pour moi c'est difficile d'aller plus loin. Donc s'il n'est pas balancé, là, la seule solution, ce serait de mettre des points en avant. Heureusement pour moi, c'est relativement bien balancé à cet endroit-là, comme on voit là. Il n'y a pas une grosse tendance là. OK? Fait que c'est relativement bien. Donc, on voit que le télescope, il n'y a pas une forte tendance à se souiller d'un bord, donc on dit qu'il est balancé. OK. Moi, ce que je fais aussi, là, c'est que, fois je l'ai fait une fois, là, ce que j'ai fait, c'est que je regarde, il est où le poids. Je prends une règle, là, il était à 3 pouces et 3 quarts. La prochaine fois, je me casse pas la tête, je le remets à 3 pouces et 3 quarts. Comme moi, je le vois ici, là, je l'ai marqué, tu sais, sur la barre là, de Astrotech, j'ai pris un crayon à mine, là, puis j'ai fait les 2 lignes, puis je l'amène là, puis je le visse là. Ça marche tout le temps. Ben, c'est le même équipement. Il ne faut pas oublier de laisser la veste au bout, parce que si tu débottes ton poids, ouais. Ça fait que c'est sûr qu'on le fait pas souvent, mais on comprend pourquoi on le fait. On le fait une fois, on le marque, on le prend en note, puis après ça, on se casse pas la tête. Moi, j'ai toute une série de settings. C'est à quelle distance qu'on met ça, c'est où qu'on met ça. Je prends tout ça là, sur un petit pad. Là. C'est où le focus avec telle caméra, tu sais, puis je le prends, il est gradué ici, c'est 3, c'est 4, 475. Puis avant de commencer à faire ma séance, là, je mets tout ça à la bonne place. Puis quand je fais mon focus après, je suis très proche déjà, je suis pas super long. Ça, c'est pas faisable avec un Schmidt casse-grain parce qu'il n'y a pas de graduation. Fait que je sais jamais où le maudit focus. Tourne d'un bord, tourne de l'autre. 20 coups d'un bord, non, pas de focus. 20 coups de l'autre. C'est pour ça. Là, j'ai dit que j'ai bûché avec mon CPC11. J'ai commencé à prendre des notes, 10 coups, demi-tour. On était à peu près là. J'étais tanné. Des fois, je perdais 1h30 à trouver le focus parce qu'on les voit pas, les étoiles, quand elles sont en focus, sont grosses de même, puis il n'y a rien. C'est noir. Tout est noir. On ne sait pas. Fait qu'après ça, quand je suis revenu avec mon réfracteur, les réfracteurs, ben, j'avais ces habitudes-là déjà, là, puis ça aide tout le temps. Oh, oui, mais il faut qu'ils soient à peu près au focus. Quand ils sont vraiment en focus, tu vois rien. Tu peux regarder quasiment la lune, puis tu verras rien. Ça va être gris pâle, mais tout uniforme. C'est quoi ça? Ouais. Ouais, mais ça, c'est assez. Quand tu es assez proche, tu es à 20 tours, là, oublie ça, tu vois rien. Tu peux faire un oculaire par focal à ce moment-là avec un. Ouais. On peut. Il y a des trucs. Ben, il y a des trucs parce que effectivement, c'est compliqué. Moi, j'ai juste pris en note. Tu sais, je tournais. Ouais, 10 minutes à peu près là. Avec un petit anneau. Ouais. Tu fais un focus dans ton CCD, tu fais ton petit anneau, puis avec ton focus dans ton oculaire. Croyez-le ou non, là, il y a plein de fils après ça. Ça tourne. Fait que, il y a aussi une solution pour les fils. Ça, c'est un vrai problème, les fils. Un des problèmes importants qu'on a avec tout le stock d'astrophotographie, c'est évidemment tous les fils. Donc, vous pouvez voir, j'ai déjà fait une couette de fils. Je sais pas si vous pouvez avancer. C'est ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout monté ça une fois dans ma chambre, ici à l'extérieur. Puis une fois que c'était tout monté, j'ai tout pris les longueurs comme il faut. Puis après ça, j'ai mis des autocollants tie-wrap, pas des tie-wrap, des velcro, pour que ça tienne tout ensemble. Donc, ce que ça me permet de faire, ça, c'est qu'une fois que mon télescope est monté, tu peux faire le tour par là, s'il vous plaît. Ça me permet de connecter toutes mes choses à la bonne longueur.
puis essayer d'avoir assez de jeux pour qu'on puisse jouer avec après, là, puis s'assurer que lorsque le télescope bouge, ça n'interfère pas avec le télescope. On voit que tous les fils arrivent parfaitement à la bonne place. Ce que je dis aussi, c'est que ça nous évite Les fils d'oublier qui vont d'en être connecter. connectés, parce que j'avais pris les longueurs déjà. Donc on rentre tous les C'est fils de comme il mettre faut. des étiquettes avec des P-Touch. Donc là, on voit, j'ai fait ma couette, si tu veux regarder. J'ai pris un morceau de velcro deux côtés non collants, donc je l'ai bien fixé. Ça fait que là, ici, c'est solidement fixé, ça ne bouge pas vraiment. OK? Puis si on voit, ici, j'ai une grosse couette qui traîne, qui est la couette qui va m'assurer qu'il y a de la place. Ça, c'est mon autoguideur, il ne va pas à la même place que les autres. Donc lui, ce que je vais faire, je vais venir la guider, puis jusqu'à un coup, juste par le tour, je vais la brancher dessus. Ce qu'on va regarder, là, c'est que je vais vous montrer qu'en bougeant dans toutes les directions, si je peux reculer un peu, là, on voit bien qu'il n'y a pas de l'air d'avoir d'interférence. Ça fait ça fonctionne bien. On voit ici aussi que ça fonctionne bien. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et si jamais on tourne comme ça aussi en même temps, on voit qu'il y a de la place dans tous les sens. Donc ça n'accroche plus maintenant du tout. Là, il n'y a plus aucun problème. Je pense que c'est assez convaincant. Là. OK? Les montures plus haut de gamme, les fils passent dans le milieu. Mais c'est ça, je pense que ça fait le job. Là. Vous avez vu, c'est pas super compliqué. Là. Tu le montes une fois, puis tu fais tous tes belles lots. Puis là, avec des petites affaires de tie wrap pour tenir vos fils sur vos ordinateurs. Là. Vous faites ça, puis moi je trouve que ça c'est la grosse strap que je vous ai montrée. Là, comme autocollante, mais recto-verso, là, elle se colle sur elle-même. Fait que je suis capable de vraiment, là, ça c'est solide, là. Je suis capable d'aller autour de la monture et vraiment serrer là, pour que ça bouge. Là. Puis on la pogne ensemble, puis vraiment là, ça tient. Là, ça se vend au Home Depot, n'importe où. Là, OK? J'en ai plein. Ça se vend en gros rouleau de main d'à peu près 25 pieds pour 5 piastres ou 10 piastres. Fait que c'est très bon. Puis moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est que j'oublie pas de fil, parce que ça m'est arrivé souvent, j'oublie de connecter ma roue à fil, ça tourne pas. Il n'y a aucune indication qui le dit. Dans le match, je fais toutes des pauses avec le même fil. La seule manière que je m'en rends compte, c'est que justement, l'histogramme il est pareil pour tout. Normalement, je suis habitué avec les couleurs, ça change un peu, l'histogramme. Là, il est tout le temps pareil. Je trouve pas, l'image est toute pareille. Là, je vois, puis j'ai oublié de mettre le maudit fil qui alimente la roue à fil, l'alimentation 12 volts. Ben, c'est ça. Là, maintenant, je le sais, systématiquement, là, je reprends tous mes fils, ils sont tous connectés, des deux bouts. Oui, donc tout est là, parce que ma couette est prête. Fait que ça, c'est un autre problème, parce que ça marche sur le 110, sur le 12, quand on n'a pas de... Donc l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce que j'ai dans un coffre. On voit ici le coffre, c'est quand même un assez gros coffre sur roulette. Puis ce que j'ai bien aimé de ce coffre-là, c'est qu'il y avait une tablette séparable ici comme ça. Ça, c'est ma tablette d'alimentation. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. On va venir ici. Là, j'ai mis ma couette tantôt. On peut prendre une table, mais moi, dans mon cas, je mets juste une chaise comme ça qui est sur le bord. C'est juste dans la monture. OK? Puis là, ce que je fais, c'est que là, je vais venir brancher tous mes affaires. Fait que là, dans les petites portes, ici, vous voyez, j'ai toutes mes affaires. J'ai mon hub USB qui va me permettre de communiquer avec tout ça avec mon ordinateur. OK? On voit aussi, j'ai les bandes chauffantes. Là, je vais, ça, c'est pour alimenter le hub, qui doit certainement être alimenté à cause de la distance qu'on parcourt. Fait que je branche ça. Après ça, j'ai l'alimentation du télescope comme tel. Que je vais passer par en dessous, c'est correct. Pour qu'elle s'empêche avec le reste. On voit, je viens de le brancher ici. Là, il me reste quelques fils, c'est facile. Ici, j'ai tous mes fils, donc j'ai juste à m'assurer que ces fils-là sont branchés. Donc, on va brancher les câbles USB dans le hub, comme ils sont supposés. Il y en a un, c'est pour la caméra, et l'autre, c'est pour le guidard, l'autoguidard. Fait qu'on va venir les brancher ici sur le côté. Là, j'ai pas ma manette encore, mais c'est sûr que si je vais la mettre tantôt, je vais la mettre ici. Elle a un convertisseur USB qui vient brancher ici pour pouvoir contrôler aussi la manette. Et là, on va finir les raccords. Fait que ici, j'ai les fils chauffants que je vais venir brancher au 12 volts tantôt ici. Fait qu'on va finir les raccords. On va brancher ce fil-là ici pour l'alimentation de la roue à fil. OK?
Puis, on va brancher ici. Ça, c'est le contrôleur du refroidisseur de la caméra. Ça branche dans le contrôleur qui est ici. Il ne faut pas les forcer. OK, bon. Fait que là, je peux faire ça ici. On peut faire tout ça. Puis là, ben, on voit que tout est bien branché. D'accord? J'ai mis avec vous ici. Ça, c'est pour les câbles chauffants pour la buée. Fait que je l'installe sur la monture. Je le branche. J'ai mon alimentation pas trop loin, mais ça pourrait tout marcher sur le 12 volts. J'ai un convertisseur 12 volts ici. Je branche mes deux choses qui alimentent à travers un doubleur ou un tripleur, des plugs ici, on peut voir. C'est cette alimentation-là qui alimente tout pour le télescope maintenant et on voit les indicateurs qui sont tous allumés. Donc, tout est bien, tout est prêt. Donc, je suis prêt pour ma soirée. Ce qui va me rester à faire lorsqu'il va faire noir, c'est l'alignement lorsque je vais alimenter la monture. On va faire ça avec le chercheur que je vais remplacer ici directement. Puis après ça, je branche l'ordinateur et on commence à prendre des photos. C'est à peu près le temps que ça me prend. Le temps que je vous donne des explications. Je sais que c'est peut-être même le double du temps que ça me prend vraiment. Je pense pas. Je fais ça quand il fait encore clair, parce que c'est facile. Puis je laisse tout ça là, je vais souper, puis quand le soleil se couche, ben là, j'allume ça. Fait que là, c'est sûr que la monture, il faut faire, si on veut utiliser un pointage quelconque, il faut faire un go-to. Avec 2 étoiles ou 3 étoiles, il faut l'aligner pour que ça chie où. Fait que ce que je fais, c'est, je le fais avec le chercheur, moi. Tu sais, vous dites centrer ça au milieu de l'oculaire, là. Je fais ça avec le chercheur, 3 étoiles, il dit success, je plug ça. De toute façon, quand je mets Maxime DL, là, la première image que je prends, je fais un plate solve, là, comme on a fait hier avec Denis quand il nous a fait installer le Galactic Guide Star Catalog. Puis je viens recaler la monture avec le plate solve qui lui est précis à 1 arc seconde. Fait que c'est pas un problème. C'est pourvu que ça soit à peu près. Puis on va le voir tantôt.